doit être ferme, il ne doit plus reculer, il ne doit pas sacrifier l'avenir de la SNCF Et si la chute politique de François Fillon n'avait jamais été qu'un effet secondaire d'un secret beaucoup plus ancien et infiniment plus intime? Et si, derrière les dossiers, les discours et les scandales, se cachait une vérité que personne n'était prêt à entendre? Le matin où François Fillon décida enfin de parler, Paris semblait suspendu à un souffle. Une pluie fine glissait sur les toits d'ardoise, dessinant des traînées pâles sur les vitres de son appartement discret du 7e arrondissement. Rien ne distinguait ce jour des autres. Et pourtant, derrière ces murs épais, quelque chose venait de se fissurer. À 71 ans, loin des tribunes et des caméras, l'ancien homme d'État faisait face à une urgence que ni les élections, ni les crises ministérielles ne lui avaient jamais imposée, celle de la vérité. Sur son bureau reposait un carnet noir, fermé depuis des années. Un objet banal, presque insignifiant. Mais pour lui, il pesait plus lourd que tous les dossiers de Matignon réunis. Il ouvrit-la lentement, comme on entr'ouvre une porte derrière laquelle on redoute ce que l'on va trouver. Les premières lignes furent hésitantes. Chaque mot semblait menacer de réveiller une douleur longtemps contenue. Puis, peu à peu, l'écriture se fit plus ferme. François Fillon savait qu'il ne s'adressait pas seulement à lui-même. Il écrivait pour le jour où quelqu'un lirait. Peut-être un journaliste, peut-être le public, peut-être la France entière. Pendant des décennies, les Français avaient cru connaître l'homme. Le Premier ministre rigoureux, le candidat sérieux, le mari d'une femme discrète, presque effacée, un couple à l'ancienne, rassurant, solide, à l'abri des tourments modernes. Mais ce matin-là, Fillon posait sur le papier une phrase lourde de sens. J'ai vécu 40 ans aux côtés d'une femme dont je ne connaissais qu'une moitié. Une phrase qui, à elle seule, fissurait toute une image publique. Il ne cherchait pas à se justifier, ni à régler des comptes. À ce stade de sa vie, les batailles politiques n'avaient plus d'importance. Ce qui l'obsédait, c'était cette certitude douloureuse. Quelque chose d'essentiel lui avait échappé, sous son propre toit, dans son propre lit, au cœur même de son mariage. Il repensa au regard fuyant, au silence prolongé, à cette distance imperceptible mais constante chez son épouse. Pendant longtemps, il avait pris cela pour de la réserve, une forme de pudeur presque britannique. Aujourd'hui, il comprenait que c'était autre chose, une retenue née d'un combat intérieur qu'il n'avait jamais su nommer. Ce carnet devenait un exutoire, une tentative de recomposer le puzzle d'une vie faite de succès publics et de zones d'ombre privée. Fillon se souvenait de leur début, de cette époque où tout semblait simple. Des promenades dans la campagne galloise, des projets modestes, des rêves sans éclat mais sincères. Pénélope apparaissait alors calme, douce, mystérieuse, sans être inquiétante. Et pourtant, à la lumière des années, il voyait désormais les signes qu'il avait ignorés. Les conversations détournées, les sujets évités, les silences trop lourds pour être anodins. La France, elle, avait longtemps regardé ce couple comme un symbole de stabilité. Dans un monde politique marqué par les excès et les ruptures, il représentait une forme de continuité presque rassurante. Mais derrière les façades solennelles des hôtels particuliers et les sourires figés des apparitions officielles, une autre histoire se jouait. Une histoire faite de secrets, de non-dits et d'un passé qui refusait obstinément de rester enterré. En écrivant, François Fillon comprit une chose essentielle. Le scandale qui avait brisé sa carrière n'avait pas créé la fracture. Il l'avait révélée, comme une lumière brutale braquée sur une fissure ancienne. Ce matin-là, dans le silence de son appartement parisien, il n'était plus l'ancien Premier ministre. Il était un homme face à son propre aveuglement, conscient que le temps lui était désormais compté. Avant de refermer son carnet, il ajouta une dernière phrase, presque un avertissement. Ce que j'ai découvert dépasse tout ce que l'on peut imaginer d'un couple public, et pourtant, tout était là depuis le début. Puis il posa son stylo. La vérité venait d'être entr'ouverte, mais le plus difficile restait à venir. Pendant des années, la France s'était rassurée en regardant ce couple. À une époque où la vie politique se nourrissait déjà de scandales, de divorces et d'excès, François Fillon et son épouse offraient l'image rare d'une stabilité presque ancienne. Lui, l'homme d'ordre, de dossier, de rigueur budgétaire. Elle, la femme discrète, toujours à un pas derrière, jamais au centre, jamais envahissante, une silhouette calme dans l'ombre des projecteurs. Pénélope Fillon ne parlait pas,
ou si peu. Et cette absence de parole avait fini par devenir une évidence, presque une signature. Dans les meetings, elle souriait avec retenue. Lors des soirées officielles, elle se tenait légèrement en retrait, les mains jointes, le regard posé sans s'imposer. Les commentateurs y voyaient une vertu, une épouse qui respecte la fonction de son mari, une femme qui ne cherche ni la lumière ni l'influence. Pour beaucoup, elle incarnait une certaine idée de la dignité. François Fillon, lui, n'avait jamais remis cette image en question. À ses yeux, cette discrétion faisait partie de l'équilibre de leur couple. Elle lui permettait de se consacrer pleinement à la politique, sans interférence, sans tension visible. Il avait même parfois défendu cette posture, expliquant que Pénélope n'avait jamais souhaité jouer un rôle public. Une explication simple, confortable, qui fermait la porte à toute autre interprétation. Pourtant, avec le recul, cette évidence commençait à se fissurer, car le silence, lorsqu'il dure trop longtemps, cesse d'être neutre. Il devient un langage en soi. François se souvenait de ces instants précis où, au milieu d'une foule, il sentait sa présence se faire plus distante encore, comme si, malgré la proximité physique, quelque chose en elle cherchait à se rendre invisible. Ce n'était pas de la timidité, c'était autre chose, une retenue presque douloureuse. Dans l'entourage politique, les interprétations allaient bon train. Certains conseillers parlaient d'une stratégie, moins elle apparaissait, moins elle pouvait être attaquée. D'autres évoquaient un désintérêt total pour la vie publique française. Mais personne ne posait la question la plus simple, et peut-être la plus dérangeante. Et si ce silence n'était pas un choix, mais une protection ? François Fillon, à l'époque, ne voyait pas ces signes. Ou plutôt, il choisissait de ne pas les voir. Pris dans le tourbillon des campagnes, des arbitrages, des compromis, il avançait avec la conviction que sa vie privée reposait sur un socle solide. Leur couple lui semblait indestructible, justement parce qu'il ne faisait pas de bruit, pas de conflits exposés, pas de drames visibles, une mécanique silencieuse, donc rassurante. Mais à mesure que les années passaient, certains détails revenaient le hanter. Des conversations brusquement interrompues lorsqu'il abordait le passé de sa femme. Des silences prolongés à la simple évocation de sa famille galloise. Des regards qui se détournaient, non par pudeur, mais par crainte. À l'époque, il mettait cela sur le compte de la fatigue, du stress ou d'une sensibilité qu'il respectait sans chercher à comprendre. La vérité, il ne la formulera que bien plus tard, dans son carnet noir. Je croyais vivre avec une femme discrète. Je vivais en réalité avec une femme qui se retenait. Cette nuance, infime en apparence, changeait tout. Car se retenir, ce n'est pas se taire par choix. C'est se taire pour survivre. Aux yeux de la France, Pénélope Fillon restait une énigme tranquille. Une présence presque abstraite. Mais dans l'intimité du couple, une tension sourde s'installait, imperceptible mais constante. Une tension que François, pris dans son rôle public, n'avait jamais vraiment interrogée. Après tout, tant que l'image tenait, pourquoi creuser ? Et pourtant c'est précisément cette image lisse, presque figée, qui allait un jour se fissurer brutalement. Car lorsqu'un équilibre repose sur le non-dit, il suffit d'un choc extérieur pour que tout vacille. Et ce choc, la France entière allait bientôt en être témoin. Lorsque l'affaire éclata, la France eut l'impression d'assister à l'effondrement méthodique d'un destin politique. Les journaux titraient à la une, les plateaux de télévision s'enflammaient, les débats s'enchaînaient sans répit. En quelques jours, le nom de François Fillon devint synonyme de soupçon, de controverse, de chute annoncée. Pour l'opinion publique, il s'agissait d'un scandale de plus, brutal, spectaculaire, presque banal dans sa violence médiatique. Mais à l'intérieur du couple, quelque chose de bien plus profond se produisait. Le téléphone ne cessait de sonner. Conseillers, avocats, amis politiques se succédaient, chacun apportant son analyse, ses recommandations, ses craintes. François Fillon faisait face comme il l'avait toujours fait. Il parlait, argumentait, se défendait. Il connaissait ce combat-là. La pression, l'hostilité, le jugement public. Il avait appris à les encaisser. Ce qui le troubla en revanche, ce fut l'attitude de sa femme. Pénélope ne disait rien. Pas un mot, pas une plainte, pas une colère. Elle semblait absente, presque effacée, comme si le tumulte ne la concernait pas. Au début, François crut reconnaître cette discrétion habituelle qu'il connaissait si bien, mais très vite, quelque chose lui parut différent. Ce n'était plus un retrait maîtrisé, c'était un silence trop dense,
trop lourd, presque inquiétant. Le soir, lorsque la maison retrouvait un semblant de calme et que les écrans diffusaient en boucle les images de leur chute publique, François tenta d'aborder le sujet. Il voulait comprendre ce qu'elle ressentait, ce qu'elle pensait, ce qu'elle craignait. Ils s'assirent face à face dans une pièce à peine éclairée, les enfants dormaient à l'étage, le monde extérieur semblait lointain, irréel. C'est alors qu'il la regarda vraiment. Et ce qu'il vit dans ses yeux le déstabilisa profondément. Ce n'était ni de la honte, ni de la colère, c'était autre chose, une peur ancienne, presque primitive. Comme si ce scandale n'était pas seulement une attaque politique, mais la réouverture brutale d'une blessure qu'elle croyait refermée depuis longtemps. Dans son carnet, François écrira plus tard. Ce soir-là, j'ai compris que le scandale ne faisait pas que détruire ma carrière. Il réveillait en elle quelque chose que je n'avais jamais vu. Pénélope resta silencieuse de longues minutes, un silence qui pesait davantage que n'importe quelle accusation. Puis, d'une voix basse, presque étranglée, elle prononça cette phrase qui allait bouleverser leur existence. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit, quelque chose que j'aurais dû t'avouer avant même notre mariage. » François sentit son cœur se serrer. En une seconde, des décennies de certitude vacillèrent. Comment une telle phrase pouvait-elle surgir après 40 ans de vie commune ? Il comprit aussitôt que ce qui allait suivre dépasserait tout ce qu'il avait affronté en politique. Ce n'était pas une révélation anodine. Ce n'était pas un simple non-dit. C'était une vérité enfouie, soigneusement dissimulée, et que la violence du scandale venait d'arracher à l'ombre. Cette nuit-là, peu de mots furent échangés. Pénélope semblait lutter contre elle-même, comme si parler risquait de la briser. François, lui, se découvrait étrangement impuissant. Pour la première fois de sa vie, il ne maîtrisait plus rien, ni le rythme, ni le récit, ni les conséquences. Il comprit alors une chose essentielle. Le scandale n'était pas la cause du malaise, il n'en était que le déclencheur, comme une clé brutale, ouvrant une porte derrière laquelle se cachait un passé qu'il n'avait jamais osé imaginer. Le silence de Pénélope n'était pas une absence, c'était un rempart, et ce rempart venait de céder. Pénélope mit du temps avant de trouver les mots, comme si chaque phrase devait franchir un mur qu'elle avait elle-même érigé, pierre après pierre, pendant plus de 40 ans. François la regardait sans l'interrompre, il sentait confusément que ce qui allait être dit ne pourrait jamais être repris. Une fois prononcée, la vérité changerait tout. Elle commença par parler de son pays natal, le pays de Galles. Jusqu'alors, François n'en connaissait qu'une version douce et presque romanesque. Une enfance simple, une famille discrète, le désir d'ailleurs. Mais cette nuit-là, Pénélope balaya cette image d'un geste lent de la main, comme on efface un dessin trop commode. « Ce que tu sais n'est qu'une façade », murmura-t-elle. Derrière cette façade, il y avait une fuite nécessaire pour continuer à vivre. Elle expliqua qu'avant de le rencontrer, quelque chose s'était brisé dans sa famille. Un événement si violent qu'il avait redéfini toute son existence. Elle n'avait jamais quitté son pays par goût de l'aventure ou par amour de la France. Elle l'avait quitté pour survivre, pour mettre de la distance entre elle et un passé qui la rattrapait chaque nuit. François sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il comprenait avec une lucidité douloureuse que son épouse n'avait jamais simplement été discrète. Elle avait été en alerte permanente, toujours sur le seuil, toujours prête à se retirer. Sa réserve, qu'il avait si longtemps interprétée comme une élégance naturelle, était en réalité une stratégie de protection. Se montrer le moins possible, parler le moins possible, ne jamais attirer l'attention. Pénélope parla alors de la peur, une peur sourde, constante, qui ne l'avait jamais quittée. La peur que certaines personnes de son passé réapparaissent, la peur que ce qu'elle avait enfoui refasse surface, la peur surtout de devoir un jour expliquer ce qu'elle-même n'arrivait pas à affronter. « Je voulais recommencer à zéro », dit-elle simplement. Mais le passé, lui, ne recommence jamais à zéro. François comprenait enfin ces silences prolongés lorsqu'il évoquait sa famille. Ces regards fuyants lorsqu'on lui posait des questions trop précises. Toute la vie adulte de Pénélope avait été bâtie autour d'un fragile équilibre. Être présente sans jamais être exposée. À cet instant, il ressentit une forme de culpabilité inattendue, non pas parce qu'elle lui avait menti, mais parce qu'il n'avait jamais vraiment cherché à comprendre. Dans son carnet, il écrira plus tard « J'ai vécu à côté d'une femme qui survivait à quelque chose que j'ignorais totalement. » Cette prise de conscience était vertigineuse.
il se rendait compte que sa propre trajectoire politique avait avancé, solide et visible, tandis que celle de Pénélope se déroulait dans l'ombre sous le poids d'un secret jamais partagé. Puis elle ajouta une phrase qui glaça l'air de la pièce. « Ce scandale ne m'a pas fait peur à cause des journalistes. Il m'a fait peur parce qu'il risquait de réveiller ceux que j'avais fuis. » À cet instant précis, François comprit que l'affaire politique n'avait pas seulement mis leur couple à l'épreuve. Elle avait fissuré le rempart qui protégeait Pénélope depuis des décennies. Ce qu'elle portait en elle n'était pas un simple souvenir douloureux, c'était une blessure fondatrice, une histoire interrompue, et si elle avait accepté de la révéler ce soir-là, c'était parce qu'elle savait qu'elle ne pourrait plus continuer à vivre dans le silence. Elle devait parler, ou disparaître une seconde fois. Pénélope resta silencieuse un long moment après ces mots. Le visage figé, les mains jointes, elle semblait mesurer le poids de ce qu'elle s'apprêtait à révéler. François comprit alors que le plus difficile n'était pas encore dit. Le secret qu'elle portait ne se limitait pas à une fuite ou à une peur diffuse. Il avait un nom, une histoire et surtout des conséquences bien réelles. Elle parla d'abord d'un homme dont François n'avait jamais entendu parler. Un oncle, Rodri. Un membre de la famille dont l'existence avait été volontairement effacée de tous les récits. Cet oncle, expliqua-t-elle, avait toujours exercé une influence trouble, presque menaçante, sur l'équilibre familial. Et c'est autour de lui que tout avait basculé. Pénélope raconta alors l'événement qu'elle n'avait jamais osé évoquer, la disparition de son frère une nuit, sans explication. Elle était la dernière personne à l'avoir vu vivant, une dispute, des mots trop durs, un départ précipité. Le lendemain, une voiture abandonnée près des falaises, puis plus rien, ni corps, ni certitude. Seulement le silence et cette culpabilité qui s'était installée en elle comme une seconde peau. Pendant des années, elle avait cru être irresponsable. Responsable de sa colère, responsable de sa fuite, responsable peut-être même de sa disparition. Cette conviction l'avait détruite lentement, l'avait poussée à se taire, à s'effacer, à quitter son pays. Et François, en l'écoutant, sentait chaque certitude s'effondrer une à une. La femme qu'il croyait connaître révélait une force de survie qu'il n'avait jamais soupçonnée. Mais le plus troublant restait à venir. Pénélope expliqua que, bien des années plus tard, alors que leur vie publique semblait solidement installée, le passé avait refait surface. Une lettre, puis une autre, des mots à peine voilés, des allusions précises. Rodri affirmait savoir ce qui était arrivé à son frère. Pire encore, il insinuait qu'il en avait été témoin, qu'il avait été impliqué. François sentit un froid lui parcourir la nuque. Ce n'était plus seulement un drame ancien, c'était une menace présente. Pénélope avoua avoir brûlé la première lettre, espérant étouffer le danger, mais les messages avaient continué. Des photos, des détails que seule une personne proche de l'affaire pouvait connaître, et toujours cette même promesse implicite. Si elle ne revenait pas, si elle continuait à se taire, la vérité éclaterait au grand jour. C'est là que François comprit l'ampleur du choc provoqué par le scandale politique. Pour lui, il s'agissait d'une bataille médiatique. Pour elle, c'était le signal d'alarme, la preuve que son passé, qu'elle croyait enfoui, n'attendait qu'une faille pour ressurgir. Elle n'avait jamais eu peur de l'opinion publique. Elle avait peur que ce secret, s'il était révélé, détruirait non seulement leur couple, mais l'équilibre fragile qu'elle avait mis une vie entière à construire. Dans un souffle, elle ajouta « Il m'a écrit une dernière fois. Il disait que la famille devait connaître la vérité. » Ces mots résonnèrent dans la pièce comme un verdict. François comprit alors que le silence n'était plus une option, ni pour elle, ni pour eux. À cet instant précis, une évidence s'imposa à lui. Ce qu'ils affrontaient dépassait la politique, dépassait même leur mariage. C'était une dette envers le passé, une histoire interrompue qui exigeait d'être achevée. Et pour la première fois, François Fillon sut qu'il ne pourrait plus se contenter d'écouter. Il faudrait agir, revenir là où tout avait commencé, affronter ce que Pénélope fuyait depuis 40 ans. Le voyage vers le pays de Galles se fit dans un silence presque irréel. Le train avançait lentement à travers des paysages gris, comme si le ciel lui-même portait le poids de ce qui allait être révélé. François observait ces terres qu'il ne connaissait pas, mais qu'il sentait désormais liées à son propre destin. À ses côtés, Pénélope demeurait immobile, les mains serrées, le regard fixe. Elle n'était plus en fuite.
Elle avançait vers ce qu'elle avait redouté toute sa vie. La maison de Rodri se dressait au bout d'un chemin envahi par les ronces, une bâtisse usée par le vent marin, les volets clos, presque abandonnés. On aurait dit un mausolée dédié aux secrets de famille. À l'intérieur, l'air était lourd, chargé d'années de non-dits. Et puis, sur une table poussiéreuse, une boîte en métal, fermée, attendant, comme si elle n'avait jamais cessé d'attendre ce moment précis. François ouvrit la boîte. À l'intérieur, des carnets, des photos jaunies, des coupures de journaux, et surtout une lettre, scellée, écrite d'une main tremblante. Pénélope recula d'un pas, le souffle court. Lorsqu'il lut enfin les mots, le temps sembla se suspendre. Rodri y reconnaissait sa responsabilité. La nuit de la disparition, ce n'était pas Pénélope qui avait poussé son frère à partir. Ce n'était pas elle qui portait la faute. Elle avait porté pendant 40 ans un poids qui ne lui appartenait pas. Les larmes coulèrent sans bruit. Non pas des larmes de colère, mais de soulagement. Comme si une vie entière de tension se relâchait en quelques secondes. Pénélope comprenait enfin que son silence n'avait pas sauvé sa famille, il l'avait enfermée, et François, debout à ses côtés, réalisa l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir. La femme qu'il avait aimée, soutenue, défendue, avait survécu à une tragédie invisible pendant qu'il construisait une carrière sous les regards de cette guerre de la nation. Sur le chemin du retour, une évidence s'imposa à lui. Sa chute politique n'avait peut-être jamais été qu'un épilogue. L'histoire essentielle s'était jouée ailleurs, loin des hémicycles et des caméras, dans un salon silencieux, dans une nuit de confession, dans une fuite vieille de 40 ans. La vérité, lorsqu'elle arrive si tard, ne répare pas tout, elle ne rend pas le temps perdu, mais elle libère ce qui peut encore l'être. À 71 ans, François comprit qu'il n'y aurait pas de renaissance politique. Trop tard pour cela. Mais il restait autre chose, plus précieuse peut-être. La possibilité de vivre enfin sans mensonge, de regarder son épouse sans cette distance invisible, de comprendre que l'amour ne consiste pas seulement à protéger, mais aussi à oser regarder l'ombre ensemble. Et alors une question demeura, suspendue, lancinante. Si cette vérité avait été révélée plus tôt, le destin de cet homme, et peut-être celui de la France politique, aurait-il été différent ? Ou bien certaines vies sont-elles vouées à porter des secrets jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à perdre ? Avant de refermer cette histoire, prenez un instant pour y réfléchir. Combien de silence portons-nous parfois au cœur même de ceux que nous aimons le plus ? Si ce récit vous a touché, si vous pensez que derrière chaque figure publique se cache une histoire que l'on ne voit jamais, alors laissez-nous un commentaire. Dites-nous ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager autour de vous, et de vous abonner à la chaîne. Chaque geste nous permet de continuer à raconter ces histoires humaines, complexes, souvent dérangeantes, mais toujours essentielles.